Alors, si vous voulez, on va pas tarder à commencer. Donc, je me présente. Je suis le docteur Lacan. Donc, je suis radiologue au sein de l'Institut de radiologie de Paris, qui fait partie donc du groupe Excellence Imagerie. Donc, moi, je suis spécialisée en imagerie ORL et dentaire, un petit peu de neuroradiologie également. Donc, on va essentiellement parler de l'imagerie des sinus, qui est un sujet finalement simple parce que la plupart des radiologues font de l'imagerie des sinus. Parce que c'est une demande qui est large, qui est une demande qui est large parce que c'est demandé beaucoup par les généralistes, par les chirurgiens dentistes, par les chirurgiens ORL et beaucoup d'autres spécialités, parce qu'on va voir un petit peu toutes les indications qu'il y a, qui sont des indications un petit peu larges et qui permettent après d'avoir d'une part des diagnostics assez faciles comme la sinusite, et puis on va affiner un petit peu tout ça parce que le but étant pas juste de parler de la sinusite. Alors, donc bonjour à tous. Donc l'imagerie des sinus. On va parler des différentes modalités, donc bien sûr scanner cone-beam qui reste les examens principaux en ce qui concerne les sinus, et puis on va voir dans quelles indications on peut faire des IRM. Alors, quelles sont les indications de l'imagerie des sinus? Bien sûr, le bilan des dysfonctionnements rhinosinusiens chroniques, donc ça c'est ce qu'on va voir principalement aujourd'hui, le bilan des céphalées, les traumatismes, dans le cadre du bilan préimplantaire et puis dans certains bilans préopératoires, ce qui est dans la rhinoseptoplastie ou même dans les chirurgies orthognathiques ou pas mal de types de chirurgie maxillofaciale. On va insister principalement sur le dysfonctionnement rhinosinusien chronique. On parlera un petit peu du bilan préimplantaire et un petit peu du bilan préopératoire. Alors, le dysfonctionnement rhinosinusien chronique, c'est quoi? Donc globalement, c'est des maladies chroniques rhinosinusiennes. Donc il y a deux types de maladies. Il y a les maladies des cavités nasales et les maladies des sinus. Donc les cavités nasales, dans ces cas-là, les cavités sinusiennes sont saines. Et là, c'est dans le groupe des rhinites chroniques. Et il y a la maladie des sinus, avec des cavités nasales qui peuvent être atteintes ou non. Dans ces cas-là, on parle de sinusite. Ces sinusites peuvent être localisées, quand il y a un ou plusieurs sinus localisés qui sont atteints. Et on parle de sinusite diffuse, quand toutes les cavités sinusiennes sont atteintes. Dans les sinusites localisées, on va différencier les sinusites antérieures. Donc, ce qu'on appelle les sinus antérieurs, c'est le sinus maxillaire, l'ethmoïde antérieur et le sinus frontal. Et les sinus postérieurs, le sphénoïde et l'ethmoïde postérieur. Donc, ces cadres nosologiques permettent en fait de classer les dysfonctionnements rhinosinusiens chroniques de façon clinique et donc d'aboutir à un diagnostic qui va permettre de faire un traitement adapté aux patients. Alors, globalement, dans la répartition, c'est vrai qu'on a une bonne partie qui représente ici les rhinosinusites diffuses, 43%, 36% de rhinite chronique et 21% de sinusite localisée. Alors, qu'est-ce qu'un dysfonctionnement rhinosinusien chronique? C'est pendant plus de 3 mois des symptômes différents qui ne sont pas forcément très spécifiques. Il y a des symptômes rhinosinusiens, donc l'obstruction nasale, la rhinorrhée, qui peut être l'écoulement qui peut être antérieur ou postérieur, les éternuements, les douleurs, l'épistaxis, donc des symptômes rhinosinusiens, des symptômes olfactifs, que ce soit des dysosmies, type hyposmie ou anosmie, ou des dysosmies qualitatives avec des odeurs qui sont différentes, des cacosmies où on sent des mauvaises odeurs ou des parosmies, des odeurs qui ne sont pas appropriées. En tout cas, ce qu'il faut savoir, que ces symptômes ne sont pas forcément spécifiques. Quand on regarde les symptômes un par un, on voit par exemple ici pour l'obstruction nasale qu'elle peut être présente et pour la rhinite chronique, et pour la sinusite localisée, et pour la rhinosinusite diffuse. Donc c'est vrai qu'on n'a pas forcément moyen, de par la clinique, de différencier les différents cadres nosologiques. On voit qu'effectivement l'obstruction nasale est présente à peu près à même niveau dans les 3 entités nosologiques. Pour la rhinorrhée, c'est pareil, elle peut être présente et dans les rhinites et dans les sinusites, qu'elles soient localisées ou diffuses. La nature de la rhinorrhée, pareil, qu'elle soit purulente, c'est vrai que c'est plus fréquent dans les sinusites localisées, mais il peut y avoir de la rhinorrhée purulente également dans les rhinites et également dans les rhinosinusites diffuses. Les éternuements, c'est rare, mais ça peut être présent partout. Les douleurs de la face, alors c'est vrai que les douleurs localisées sont ça oriente vers les sinusites localisées, mais les douleurs peuvent être aussi présentes dans les rhinites et dans les rhinosinusites diffuses. Donc encore une fois, la clinique est peu informative. Les dysosmies, c'est un peu plus présent effectivement dans les rhinosinusites diffuses. Les patients qui se plaignent d'anosmie, c'est plus rare dans les sinusites localisées ou dans les rhinites, mais ça peut se voir également.
La perte de flaveur, la gueusie, effectivement, c'est pareil, c'est plus fréquent dans les rhinosinusites diffuses. La cacosmie, par contre, donc le fait de sentir les mauvaises odeurs, c'est plus fréquent dans les sinusites localisées. Mais encore une fois, on peut voir tous ces symptômes dans les différents cadres nosologiques. Donc finalement, en ce qui concerne les symptômes, donc à l'interrogatoire, on n'a pas moyen, quand le patient consulte, que ce soit pour le chirurgien ORL ou pour le médecin généraliste, de différencier les rhinites et des sinusites. L'examen clinique, alors l'examen clinique, il peut être normal pour tout le monde. Il peut y avoir du pus que pour les rhinites, autant pour les sinusites. Et les polypes, alors effectivement, il y en a plus dans les rhinosinusites diffuses type polypose, mais on peut avoir des polypes également dans les sinusites localisées. Donc finalement, la conclusion clinique, c'est qu'il y a une faible valeur diagnostique de l'analyse des symptômes. L'examen endoscopique est également faiblement informateur, à part pour la polypose, et donc d'où l'intérêt, encore une fois, pour ces dysfonctionnements rhinosinusins chroniques, de faire un examen type scanner ou cone-beam qui va permettre donc de poser le diagnostic et donc d'aller un peu plus loin sur le diagnostic et sur le traitement. Alors quand est-ce que se fait cette imagerie? Elle doit se faire en dehors de toute poussée inflammatoire, parce que ça va majorer les lésions, et ça ne doit pas se faire au même moment que le traitement corticoïde que le patient prend pour une sinusite, qui va minorer les symptômes. Donc l'examen vraiment scanner dans le cadre de dysfonctionnement rhinosinusien chronique, c'est vraiment un scanner ou un cone-beam qui doit être fait à l'état de base du patient pour permettre de faire un diagnostic et pas de majorer ou de minorer des lésions qui pourraient nous porter à tort dans ces cas-là après un diagnostic erroné. Alors qu'est-ce qu'il faut faire comme imagerie? Alors bien sûr, c'est le scanner ou le cone-beam. Alors à chaque fois, je mets les deux examens parce que, en tout cas en ce qui concerne les sinus, que ce soit l'un ou l'autre, c'est deux techniques qui pour moi sont équivalentes. En termes d'irradiation, on est peut-être un peu plus faible sur le cone-beam que pour le scanner, mais ça dépend des cone-beams et ça dépend des scanners. En tout cas, ça donne le même type d'information. Et donc, que ce soit l'un ou que ce soit l'autre, il n'y a pas forcément d'indication à faire l'un plus que l'autre. Donc le scanner, le cone-beam, c'est un examen de première intention qui est équivalent. L'IRM, on va voir que c'est un examen qui doit être fait en deuxième intention dans certaines indications, des indications qui peuvent être de plus en plus croissantes, et on va voir lesquelles. Donc le scanner, quand est-ce qu'il se fait? Il se fait à distance. Quand on dit à distance, ça veut dire environ 6 semaines. De tout épisode aigu, on a dit qu'il allait surestimer les lésions, et de tout traitement corticoïde qui, lui, va sous-estimer les lésions. Si jamais on le fait en période aiguë, parce que finalement, ça arrive quand même assez fréquemment que le patient vienne et qu'on se met à même à faire un scanner des sinus alors qu'il est en pleine crise de sinusite, qu'est-ce qu'on va voir en imagerie? Donc ça, c'est des coupes axiales. On va voir ici cette sinusite maxillaire droite avec un niveau hydroaérique et ou un aspect spumeux, donc cet aspect de comblement avec des petites bulles d'air. Donc les deux images caractéristiques de la sinusite aiguë, c'est donc l'épaississement muqueux avec d'une part un comblement liquidien, donc avec un niveau hydroaérique, ou alors un aspect spumeux. Donc là, ça signe que le patient est en période aiguë, et donc que l'examen n'est pas forcément représentatif de l'état de base du patient. Alors le scanner, il a quel intérêt? D'une part, de faire un bilan anatomique et de faire un bilan donc diagnostique qui soit topographique et étiologique. Donc topographique qui va permettre de différencier donc les rhinites, on a dit des sinusites localisées et des sinusites diffuses, que la sinusite localisée soit antérieure ou postérieure. Donc comment on va faire ça? Donc d'abord le bilan anatomique. Donc, éventuellement, on va refaire un rappel rapide de ce qu'on peut voir pour le bilan anatomique dans les variantes anatomiques au niveau des cavités sinusiennes. Donc ici, on voit une procidence de l'artère carotide interne en regard du sinus sphénoïdal. C'est des variantes qui sont à signaler, pas forcément pour la pathologie, mais plutôt quand un patient doit se faire opérer, pour prévenir le chirurgien que l'artère carotide est proche du sphénoïde quand il y a une intervention qui doit être faite par rapport au sphénoïde, donc pas forcément pour tous les patients. Ici, on voit la déhiscence ici de la lame papyracée, donc qui sépare l'orbite de l'ethmoïde, et on voit une incarcération de graisse au niveau de l'ethmoïde. Donc ça encore à signaler, surtout quand le patient va devoir se faire opérer au niveau de l'ethmoïde pour ne pas faire de problème au niveau orbitaire. Ici, on a le processus insiné qui est cette lamelle osseuse en fait qui limite ici en dedans la région de drainage du sinus maxillaire. On voit qu'ici, le processus insiné à droite, il est dévié, plaqué contre l'orbite avec une petite déhiscence. Donc là, à signaler par exemple pour un chirurgien qui doit faire une méatotomie chez ce patient pour pas qu'il fasse des fractions orbitaires.
À signaler également, quand il y a une chirurgie ethmoïdale, c'est la différence de hauteur du toit de l'ethmoïde qui rend à risque les chirurgies ethmoïdales. Quand il y a une chirurgie au niveau du sphénoïde, c'est la procidence, la pneumatisation au sein des clinoïdes avec le nerf optique qui peut être procident à ce niveau-là, également à signaler. Donc le bilan anatomique, c'est pas forcément nécessaire de décrire toutes les variantes sur les patients qui n'ont rien ou qui vont pas se faire opérer, mais c'est vrai que c'est intéressant de les voir, surtout en bilan préopératoire. En ce qui concerne le diagnostic, donc topographique, on a dit, et puis étiologique entre les rhinites et les sinusites. Alors les rhinites, globalement, le scanner est normal. Donc, pourquoi je mets entre guillemets normal? Parce qu'il peut y avoir des anomalies muqueuses qui sont non significatives. Par exemple, ici, donc là, c'est des coupes coronales où on voit ces kystes sous-muqueux. Donc, on a souvent, en fait, dans les cuvettes maxillaires, donc dans le bas-fond des sinus maxillaires, des images convexes qui sont en fait tout simplement des kystes sous-muqueux. Il faut savoir que ces kystes sous-muqueux ne sont pas pathologiques. C'est vrai que c'est souvent décrit parfois comme des polypes ou même comme des sinusites avec des contrôles scanners itératifs, alors que ce ne sont pas des images pathologiques, mais des patients. Aujourd'hui, chez vous, on fait des scanners, chez tout le monde, on va retrouver ces petits kystes chez des patients qui sont asymptomatiques. Et donc ça, bien sûr, ça ne signe pas un diagnostic de sinusite, mais juste de rhinite, parce que le scanner est considéré comme normal. De même, ici, on voit des petits épaississements muqueux. Effectivement, un scanner, on a rarement une muqueuse strictement fine, normale. Sur toutes les études qui sont faites sur des patients asymptomatiques, on voit des épaississements muqueux sans valeur précise, mais qui sont non significatifs et qui ne sont pas considérés comme signes pathognomoniques de sinusite. Donc là, par exemple, chez ce patient, c'est un scanner normal. Si le patient est symptomatique avec un dysfonctionnement rhino-sinusien chronique, alors on parle de rhinite et non pas de sinusite. Les sinusites, donc on a dit qu'il y avait les sinusites localisées et diffuses. Dans les sinusites localisées, on différencie les sinusites antérieures, donc qui touchent le sinus maxillaire, l'ethmoïde antérieur et le frontal. Et la première cause de sinusite localisée antérieure, c'est bien sûr la cause dentaire. Donc là, on voit un épaississement muqueux maxillaire gauche et au niveau de l'ethmoïde antérieur gauche, donc une sinusite antérieure gauche. Et donc là, il faut rechercher bien sûr une cause dentaire. Et on voit ici, au niveau de la dent 26, une petite lésion apicale sur la racine mésiale de la 26 avec une petite déhiscence de la paroi sinusienne en regard, qu'on voit mieux ici. Un autre exemple, ici, pareil, de comblement du sinus frontal gauche, de l'ethmoïde antérieur gauche, du sinus maxillaire gauche et la région de drainage du sinus maxillaire, donc une sinusite antérieure gauche. Et donc là encore, on cherche une cause dentaire. Et sur reconstruction dentascanner, on voit cette lésion donc endoparadontale avec cette alvéolyse, cette zone d'ostéolyse autour de la racine qui vient au contact de la paroi sinusienne qui est le siège d'une déhiscence osseuse. Donc une sinusite, encore une fois, d'origine dentaire. Un autre exemple ici, donc je vous montre indifféremment des scanners ou des cônes BIM. Donc là, c'est des scanners, là, c'est un cône BIM où on voit cette sinusite maxillaire droite avec à ce niveau-là, donc une fracture au niveau de la dent numéro 16 à l'origine donc de cette sinusite. Les sinusites localisées antérieures, donc principalement, c'est des causes dentaires, mais il y a également des causes de confinement qui peuvent, de par des variantes anatomiques, entraîner un confinement, donc un mauvais drainage du sinus. Donc le drainage, je vous rappelle, le sinus maxillaire, il se draine via l'infundibulum dans la région du méa moyen. Donc c'est sûr que parfois on peut avoir des cellules de Haller qui sont très volumineuses, on peut avoir des volumineuses concabulosa dans les cornets moyens, ou encore, comme je vous ai dit tout à l'heure, le processiné qui peut être dévié. Et ça peut entraîner un problème de drainage, vous avez bien compris, en rétrécissant en fait la zone de drainage du sinus maxillaire. On voit que ici ça peut rétrécir à ce niveau-là le drainage. La concabulosa, quand elles sont volumineuses ou purulentes, elles peuvent venir fermer ici le drainage. Et encore une fois, pareil. Et dans ces cas-là, c'est plutôt une chirurgie à visée de désobstruction, même quand il n'y a pas de cause dentaire sur une sinusite localisée antérieure. Dans les sinusites localisées postérieures, donc comme ici, on a une sinusite sphénoïdale droite. On voit qu'il y a une formation un peu large, polypoïde, qui bloque au niveau de l'ostium sphénoïdal. Donc, en général, sur les sinusites sphénoïdales, ça peut être une cause mécanique. Parfois, sur des patients qui ont été opérés, il peut y avoir des synéchies. Enfin, il faut rechercher quelque chose qui bloque le drainage au niveau de l'ethmoïde postérieur ou du sphénoïde. Quand est-ce qu'on parle de sinusite fongique? Donc, qu'elles soient antérieures ou postérieures, parce que finalement, les sinusites fongiques, elles sont effectivement souvent maxillaires, parce qu'on parle souvent de causes dentaires, mais elles peuvent être également sphénoïdales, par exemple.
Et donc là, typiquement, on a une sinusite maxillaire gauche d'origine fongique. On voit donc cette muqueuse qui est épaisse, c'est un comblement du sinus maxillaire. La paroi osseuse, l'ostéosclérose qui est épaissie, donc il y a une sinusite chronique maxillaire gauche. Et dans le comblement, on voit ces éléments denses, métalliques, qui correspondent en fait au filament mycélin de l'aspergillose, avec le corps étranger métallique, souvent secondaire à de la pâte dentaire qui aurait migré dans le sinus. Ici, un autre exemple de sinusite fongique maxillaire droite, où on voit ce comblement maxillaire du sinus maxillaire droit, avec à ce niveau-là, une zone avec des calcifications qui sont centrales, en rapport avec l'aspergillose, et on voit ici cet élément métallique en rapport avec la pâte dentaire, ou même tout simplement en rapport avec l'aspergillose qui forme ces concrétions métalliques qu'on voit sur le scanner. Alors, toute calcification dans un sinus n'est pas synonyme d'aspergillose. Là, par exemple, c'est tout simplement une sinusite maxillaire droite sur un corps étranger. Il n'y a pas du tout d'argument scanner pour une aspergillose secondaire. Donc, c'est vrai qu'on a tendance parfois à décrire dès qu'il y a un petit point blanc dans un sinus, suspicion d'aspergillose. C'est pas le cas. Donc, pour l'aspergillose, c'est vraiment ces calcifications un petit peu arciformes qu'on voit sur le scanner central. À ne pas confondre avec ces calcifications qui sont périphériques, en rapport avec une sinusite chronique. On voit que la membrane, en fait, elle s'ossifie d'abord avec une ossification de la membrane et qui donne ces calcifications périphériques parallèles à la paroi osseuse, en rapport avec une sinusite chronique qui n'ont rien à voir avec une sinusite aspergillaire. Encore un autre exemple de choses qu'on peut voir dans un sinus dense. Ici, c'est une sinusite sur une greffe osseuse qui a migré. Donc, parfois, quand on veut mettre des implants, il n'y a pas assez d'os. Et donc, les chirurgiens dentistes sont amenés à faire ce qu'on appelle des sinus lifts. Donc, ils mettent un peu d'os, une greffe osseuse qui va soulever la membrane et qui va permettre de mettre un implant dans le bas-fond au niveau du maxillaire, dans les secteurs postérieurs. Et parfois, il peut y avoir des complications et la membrane peut se rompre, la membrane sinusienne. Et la greffe osseuse qui est censée être sous le sinus va migrer dans ces cas-là dans le sinus et va donner des complications à type de sinusite avec de la greffe osseuse qui est dans le sinus maxillaire. Et parfois, on ne sait pas. Là, par exemple, parfois, le scanner a ses limites. On voit un comblement du sinus maxillaire qui s'étend dans la fosse nasale. Il y a une petite calcification centrale. Ça évoque pas une aspergillose, ça évoque pas grand-chose. Et on va voir que dans ces cas-là, on a un intérêt à faire des IRM complémentaires pour aller un peu plus loin et affiner les diagnostics. Soit c'est typique au scanner et on s'arrête là, et soit c'est pas typique. Et dans ces cas-là, il faut être amené à faire des IRM parfois qui peuvent porter de diagnostics différents. Donc, on a parlé de tout ce qui est sinusite localisée, donc qu'elle soit antérieure ou postérieure, en sachant que antérieure, c'est souvent les causes dentaires. Et puis, il y a le groupe nosologique des sinusites diffuses, avec essentiellement la polypose nasosinusienne, où il y a des polypes et des muqueuses épaisses. En tout cas, ça touche tous les sinus, donc c'est une maladie qui est bilatérale, et ça touche les sinus antérieurs et les sinus postérieurs. Il n'y a pas de polypose nasosinusienne unilatérale. Et d'ailleurs, dans l'imagerie des sinus, il faut savoir que le caractère unilatéral des lésions est suspect d'autres choses, de lésions tumorales ou autres. Donc voilà, la polypose, c'est vraiment bilatéral. Donc on voit à l'examen clinique des polypes au niveau des fosses nasales. Et sur le scanner ou le cone beam, on voit donc une atteinte diffuse. Donc on voit les deux sinus maxillaires qui sont atteints, des polypes ici dans les fosses nasales, les deux sinus maxillaires ici atteints, les polypes ici dans les fosses nasales qui s'étendent jusqu'à dans la lumière nasopharyngée, une atteinte de l'ethmoïde antérieure et de l'ethmoïde postérieure, une atteinte sphénoïdale, donc vraiment une atteinte pansinusienne avec des polypes dans les fosses nasales. Donc ça, c'est typique d'une polypose nasosinusienne. Un autre exemple où là, le patient est très symptomatique avec des sinus frontaux qui sont pleins, un ethmoïde antérieur et postérieur plein, les deux sinus maxillaires pleins, les fosses nasales pleines également. Donc là, c'est une polypose nasosinusienne avancée avec une atteinte vraiment diffuse. Donc, le scanner, quand il a fait le bilan anatomique, qu'il a fait son diagnostic de rhinite ou de sinusite, localisée ou diffuse, et qu'on arrive à un diagnostic, tout va bien. Parfois, ça rentre pas dans les cases. Donc, soit il y a un comblement unilatéral, donc ça colle pas pour la sinusite localisée, parce qu'il y a antérieur et postérieur qui est atteint. Ça colle pas pour la sinusite diffuse, parce que c'est que d'un côté. Parfois, il y a ce qu'on appelle une sinusite maxillaire plus. Ça veut dire une sinusite maxillaire qui va s'étendre un peu dans la fosse nasale. On va voir dans quel cadre. Dans ces cadres-là, dès qu'il y a un doute diagnostique, il faut faire une IRM qui va permettre de trouver d'autres diagnostics. Alors l'IRM, l'intérêt, c'est quoi? C'est de caractériser le comblement. Donc,
on est amené à faire des séquences simples pour les sinus, hein, du T1, du T2 et de l'injection. D'accord? Donc, en ce qui concerne les tumeurs, il faut savoir qu'on a souvent un signal bas en T2 avec un rehaussement qui est modéré, à la différence de l'inflammation qui est en hypersignal T2, donc qui est blanc sur les séquences T2 avec un rehaussement qui est plus important. Donc, c'est vrai que l'IRM permet de différencier l'inflammation de la tumeur. Et en ce qui concerne la rétention, donc le liquide, il peut être soit récent, donc en hyposignal T1, hypersignal T2 et bien sûr non rehaussé, ou une rétention plus ancienne, où il y avec un signal qui est plus hyperprotidique, qui va augmenter en T1 et toujours non rehaussé. Donc, qu'est-ce qui se rehausse finalement? C'est les tumeurs ou l'inflammation. Et c'est vrai que l'IRM, de par les séquences T2, donc qui sont des séquences simples, permet de différencier la tumeur de l'inflammation qui va être en hyper ou en hyposignal. Donc, quand est-ce qu'on fait des IRM? On a dit quand il y a des signes de scanner atypiques, donc le comblement unilatéral ou la sinusite maxillaire plus. Parfois, quand on a un doute sur une sinusite fongique, l'IRM va permettre en fait de poser le diagnostic plus facile de sinusite fongique. Tout simplement dans les bilans de tumeurs. Donc, dans les bilans de tumeurs, le chirurgien demande le scanner et l'IRM. Le scanner va faire le bilan anatomique et le bilan osseux, et l'IRM verra mieux la lésion tissulaire. Et dans le suivi post-opératoire, notamment pour les polyposes, on va voir que l'IRM elle a un intérêt, notamment pour pouvoir différencier les mucocèles, les polypes ou la récidive de polypes ou de sinusite. Donc, je vous parlais de sinusite maxillaire plus. La sinusite maxillaire plus, c'est un comblement complet d'un sinus qui s'étend dans la fosse nasale. Donc, au scanner, ça ne permet pas de savoir ce que c'est. Donc là, je vous montre 4 patients différents avec 4 images identiques de comblement sinusien qui s'étend dans la fosse nasale. Et pour ces 4 patients, on a fait des IRM avec 4 diagnostics différents. Donc, le premier, on a une masse qui est donc blanche sur les séquences T2 en hypersignal T2, qui se rehausse pas après injection, qui s'étend dans la fosse nasale, qui est typique d'un polype antrochoanal. Le deuxième patient, il a une masse qui est un peu grise, donc en hyposignal sur la séquence T2, avec un aspect plissé qui se rehausse modérément après injection, typiquement d'un papillome inversé. Le patient numéro 3, il a ici un aspergillome. On voit une masse noire en T2 qui ne se rehausse pas et une sinusite maxillaire réactionnelle. Et le patient numéro 4, il a une pyocèle, donc un abcès du sinus maxillaire avec un aspect un peu hétérogène, non rehaussé après injection du comblement, qui s'étend également dans la fosse nasale. Donc là, c'est tout l'intérêt de l'IRM. On voit finalement 4 images quasiment identiques au scanner, avec 4 diagnostics différents en IRM, posés donc grâce à l'IRM, avec des traitements qui peuvent être différents et une application thérapeutique différente pour le patient. Je vous parlais de comblement unilatéral. C'est vrai qu'ici, on a un comblement de l'ethmoïde antérieur et de l'ethmoïde postérieur et du sphénoïde. Donc, un comblement qui est principalement à droite. Il n'y a pas une grosse atteinte à gauche. On voit que ce comblement s'étend dans la fosse nasale avec un comblement de la fosse nasale droite. Et là, quand on fait l'IRM, on voit une volumineuse tumeur maxillo-nasale droite qui se rehausse après injection avec un aspect encore une fois plissé qui est assez typique et caractéristique d'un papillome inversé. Donc, c'est la tumeur bénigne, certes, la plus fréquente des sinus. Après, il y a des tumeurs malignes, encore une fois, au niveau des sinus. On va pas faire un cours sur les différents types de tumeurs, mais c'est déjà pour vous alerter sur des comblements unilatéraux sur le scanner, l'intérêt de faire l'IRM, parce que c'est souvent pas des sinusites, mais plutôt des processus tumoraux qu'on est amené à trouver. Un autre exemple ici de scanner, où on voit par exemple des comblements au niveau de la fosse nasale ici à gauche, de l'ethmoïde à gauche. Et là, l'IRM permet de voir ici une petite tumeur donc en hyposignal T2 et de l'inflammation en hypersignal T2 réactionnel. Donc vraiment, autant au scanner, tout est gris, il y a un comblement, on n'arrive pas à savoir la topographie exacte de la lésion. Et l'IRM, elle, permet de différencier la tumeur de l'inflammation grâce à des séquences simples T2 et T1 après injection de gadolinium. Donc ça, c'était le cas tout à l'heure où je vous disais il y a une petite calcification centrale. C'est pas du tout évocateur d'un aspergillome. Il y a une sinusite éventuellement. En tout cas, il y a un comblement qui s'étend dans la fosse nasale. On peut pas tellement parler de sinusite parce que finalement, ça rentre pas dans les cases. Et donc, dans ces cas-là, on fait l'IRM. Et là, on est amené à voir, encore une fois, un papillome inversé. Donc, cette masse du sinus maxillaire qui s'étend dans la fosse nasale avec un aspect typiquement plissé, assez cérébriforme, caractéristique du papillome inversé. Alors, la sinusite fongique, c'est vrai que on la pose, le diagnostic est posé grâce au scanner. Parfois, on a un doute si vraiment
on a un doute au scanner, il ne faut pas hésiter à faire une IRM. Et dans ces cas-là, l'IRM va montrer des comblements assez caractéristiques en T2 avec un signal très bas. On a l'impression parfois que sur les séquences T2 que le sinus est bien aéré avec un sinus noir comme un sinus normal, alors qu'il est complètement comblé sur les séquences T1. Et donc ça, c'est assez caractéristique d'une sinusite aspergillaire. Un autre exemple de sinus aspergillaire où là c'est très joli parce qu'on voit très bien les filaments, en fait, cet aspect d'aspergillose avec ces filaments noirs en T2 caractéristiques, cette inflammation avec la paroi du sinus maxillaire droit qui est épaisse, la paroi osseuse qui est épaisse aussi avec une ostéosclérose de la paroi, donc la muqueuse épaisse, le comblement du sinus et puis l'aspergillose noire en T2 et non rehaussée après injection. Dans les sinusites opérées, ou polypose. Là, en l'occurrence, c'est un exemple de polypose opérée avec une large ethmoïdectomie et méatotomie bilatérale. Donc là, le patient est bien opéré au scanner et là, les images complémentaires en IRM. Alors, c'est pas souvent le cas. C'est rare aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup d'ORL qui font des ethmoïdectomies aussi larges pour les polyposes nasosinusiennes. Parfois, il y en a qui font des ethmoïdectomies partielles. Mais en tout cas, donc, quand il y a des cavités comme ça complètement vides, on se pose pas de questions en imagerie. Parfois, en post-opératoire, on est amené après à faire des contrôles chez des patients qui se plaignent de récurrence de problèmes sinusiens en post-opératoire. Donc là, ce patient a un scanner avec un comblement des sinus maxillaires, un comblement ethmoïdal. On a l'impression qu'il y a un aspect un peu soufflé de la lame papyracée de chaque côté. Et donc, la question à se poser quand il y a des patients qui ont des comblements comme ça sur des sinus qui ont été opérés par voie endoscopique, c'est est-ce qu'il y a formation ou non de mucocèles. Et ça, c'est encore une fois une indication d'IRM, parce qu'autant au scanner, on ne permet pas de différencier l'inflammation de la mucocèle, autant en IRM. Donc ça, c'est les images correspondantes, où on voit très bien ici ces images de comblement nodulaire non rehaussé en IRM, avec des mucocèles, donc ethmoïdales ici antérieures et postérieures, qui se différencient ici de l'inflammation, avec une muqueuse épaisse qui se rehausse après injection de gadolinium. Ici, pareil, on voit cette large formation nodulaire ethmoïdale maxillaire droite, non rehaussée après injection, donc avec un contenu liquidien, avec une muqueuse qui est fine, à la différence de l'inflammation qui a une muqueuse épaisse. Et donc là, autant au scanner, on n'avait pas tellement d'informations à part dire que tout était comblé, autant en IRM, on signe qu'ici, il y a une mucocèle, plusieurs mucocèles à ce niveau-là, ethmoïdale à droite et une petite ethmoïdale ici à gauche. Un autre exemple, un patient qui a été opéré encore une fois du polypose nasosinusienne, on arrive un peu long, quelques années après, le patient se plaint de symptômes encore sinusiens, donc on fait un scanner pour comprendre ce qui se passe. On voit ces comblements ici au niveau des fentes olfactives, on voit ce comblement maxillaire des deux côtés, un comblement un petit peu irrégulier au niveau du sinus maxillaire. Finalement, encore une fois, on a besoin de l'IRM pour aller plus loin. Et un diagnostic n'empêche pas un autre diagnostic, puisque c'est des pathologies fréquentes. Et là, chez ce patient, on a un papillome inversé maxillaire, encore une fois avec cet aspect plissé en T2 et après injection de gadolinium. Donc un patient qui avait initialement été opéré d'une polypose et qui là revient pour une récidive une nouvelle pathologie avec un papillome inversé maxillaire droit avec une sinusite bilatérale réactionnelle. Donc en ce qui concerne les dysfonctionnements rhino-sinusiens chroniques, donc, c'est vraiment l'indication, on va dire, princeps du scanner ou du cone beam des sinus qu'on est amené à faire en pratique quotidienne. En ce qui concerne l'imagerie avant les sinus lifts, donc c'est une deuxième indication importante qu'on a nous, dans nos cabinets de radiologie. Donc le sinus lift, je vous rappelle, on a dit que quand on doit mettre des implants au niveau du maxillaire, parfois il n'y a pas assez d'os, on a une atrophie osseuse. Et on a besoin de mettre de l'os en plus pour pouvoir mettre un implant sans que celui-ci rentre dans le sinus maxillaire. Et donc, avant de faire cette chirurgie de sinus lift ou de greffe osseuse sous-sinusienne, on est amené encore une fois à faire un scanner des sinus. Alors, il y a des recommandations qui sont sorties en 2019 par les ORL et les chirurgiens dentistes sur justement les bonnes pratiques pour ces chirurgies implantaires en rapport avec le sinus maxillaire. Qu'est-ce qui sort de ces recommandations? Donc, quelle imagerie? Panoramique dentaire, non, ça suffit pas. Le panoramique dentaire n'est pas recommandé pour dépister une pathologie du sinus maxillaire. Donc, dans le cadre d'une intervention pour un bilan préimplantaire pour un sinus lift, vu qu'il faut rechercher une pathologie du sinus, il faut faire une imagerie en coupe, donc scanner ou cone beam,
Donc, ces recommandations permettent d'établir qu'il est recommandé de faire une imagerie 3D par scanner ou cone beam pour dépister une pathologie du sinus maxillaire. Donc, c'est vraiment une indication de scanner ou de cone beam des sinus pour ces imageries préimplantaires. Et donc, il n'est pas question de faire des petits champs localisés juste pour mettre des implants. Quand on veut faire un sinus lift, on doit faire un sinus complet. Pourquoi? Parce qu'il est recommandé donc de traiter toutes les pathologies du sinus maxillaire qui représentent une contre-indication, encore une fois, à la chirurgie de surélévation du plancher sinusien. D'où l'importance en fait de visualiser la zone de drainage. Il a été recommandé lorsqu'on a des pathologies sinusiennes, donc quand on suppose des pathologies sinusiennes, de faire une imagerie de la totalité du sinus maxillaire et non pas juste du bas-fond du sinus maxillaire. D'accord? Et encore, quand il y a des suspicions, des antécédents de pathologie sinusienne, carrément de faire toutes les cavités nasosinusiennes. Donc finalement, pour en revenir simple, l'imagerie préimplantaire dans le cadre des sinus lift, c'est une imagerie du sinus complet, sans couper les autres sinus des cavités de la face. Il faut bien sûr visualiser cette zone de drainage. Et donc ça, c'est tout le problème des cone beam. Souvent, chez les dentistes qui ont leur cone beam en cabinet, parfois, ils ont que des petits champs. Et donc, ce qui est important et ce qui a été recommandé aujourd'hui, c'est de faire des cone beam qui incluent le drainage du sinus maxillaire pour pouvoir poser un diagnostic. Parce qu'après, quand on a besoin d'un avis ORL, c'est pas possible d'aller voir l'ORL avec une imagerie sinusienne incomplète. Personne ne vous donnera son avis à ce niveau-là. Alors, des exemples pourquoi il ne faut pas faire juste des images du bas-fond des sinus maxillaires. Ici, par exemple, 2 patients, j'ai coupé le haut. Donc ici, ce patient, si on voulait mettre des implants et faire un sinus lift, ici, on a l'impression qu'il y a un petit kyste sous-muqueux à droite. À gauche, on dirait que le sinus maxillaire est bien. Le patient de droite, on dirait que les 2 sinus maxillaires sont bien aérés. Donc là, on se dirait, il n'y a pas de problème, pas de pathologie sinusienne, ni chez le patient de droite, ni sur le patient de gauche. Quand on regarde plus haut, on voit ici que le patient, il a des masses au niveau des fentes olfactives, des amartomes avec des obstructions ici de drainage au niveau des sinus maxillaires. Donc là, le patient, ça peut être une contre-indication relative parce que si on vient un petit peu chatouiller le sinus maxillaire et qu'il y a des infections post-opératoires, c'est des sinus qui vont mal se drainer. Alors que ce patient-là, effectivement, il est bien, il a des sinus bien aérés, des régions de drainage bien aérées, il y a une rhinite allergique et il n'y a pas de contre-indication opératoire. Un autre exemple ici, donc les 2 patients, si on fait que le bas, on a l'impression qu'il y a des sinus maxillaires qui sont bien aérés les 2 côtés, donc pas de contre-indication. Mais si on regarde complètement la totalité des sinus maxillaires, on voit vraiment ici qu'il y a une grosse polypose nasale, avec des polypes qui comblent complètement les fosses nasales. Et ici, un petit aspergillome en regard de la région de l'infundibulum maxillaire gauche, peut-être à enlever avant de faire sa chirurgie de sinus lift. En tout cas, demander un avis ORL avant. Donc, c'est pas parce que le bas-fond du sinus maxillaire est bien propre que le patient n'a pas de pathologie sinusienne à traiter ou non avant de faire une chirurgie. Donc, les points clés d'analyse pour les bilans avant sinus lift, c'est d'une part de confirmer l'atrophie osseuse qui va poser l'indication du sinus lift, de rechercher une pathologie du sinus maxillaire. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu avant, les sinusites, les tumeurs, les polyposes, pour savoir s'il y a besoin d'un avis ORL et bien sûr de vérifier la zone de drainage et analyser le site receveur, vérifier, on va regarder s'il y a des cloisons dans le sinus maxillaire qui peuvent modifier le sinus lift, où passe l'artère alvéolo-ventrale et l'épaisseur de la corticale vestibulaire. Donc, confirmer l'atrophie osseuse, typiquement là, si on veut mettre un implant ici au niveau de la 16, on va mesurer ici l'épaisseur de l'os et la hauteur de l'os disponible pour pouvoir mettre un implant pour pas que celui-ci perfore et rentre dans le sinus maxillaire. Donc, en fonction du type d'implant, ça peut être une indication ou non du sinus lift. Maintenant, il y a des implants courts qu'on peut mettre quand il n'y a pas beaucoup d'os. Donc là, il y en a un petit peu. Parfois, on a quasiment 1 ou 2 mm d'os. Et là, c'est une indication formelle de faire un sinus lift. Comme ici, là, c'est un cone beam. Si on veut mettre des implants à droite ou à gauche, quand on regarde ces reconstructions, on voit ici qu'il n'y a pas du tout d'os. Donc, il y a vraiment une atrophie osseuse importante qui ne permet pas de mettre des implants. Et donc, intérêt de faire un sinus lift, donc de faire une greffe osseuse sous-sinusienne pour pouvoir mettre les implants de façon secondaire. Et donc, dans ces cas-là, indication de faire une imagerie du sinus complet pour vérifier qu'il n'y a pas de pathologie sinusienne
qui contre-indiquent la réalisation de ce geste chirurgical. Donc, rechercher des pathologies sinusiennes, ça c'est tout ce qu'on a dit avant. Donc, rechercher des sinusites aiguës, chroniques, des polypes, des tumeurs, tout ce qui est pathologie du sinus. Et puis, au besoin, demander un avis donc, pour savoir s'il faut traiter ces pathologies ou non. Et puis, rechercher d'un point de vue anatomique, avant de faire une chirurgie, donc en général, on vient décoller la membrane sinusienne par voie latérale. Donc, il faut rechercher des cloisons, comme on voit ici dans le sinus maxillaire, qui peuvent être à risque de greffe incomplète et qui vont augmenter le risque de perforation de la membrane. Donc, il faut signaler ces cloisons avant un sinus lift. On voit ici une petite cloison dans le sinus maxillaire. Donc, c'est des choses qu'il faut mieux connaître avant pour le chirurgien dentiste. Et important aussi de visualiser donc l'artère alvéolo-ventrale qui chemine en général dans la paroi latérale du sinus maxillaire. Il peut y avoir des variantes anatomiques avec des topographies différentes. Et c'est important pour ne pas entraîner d'hémorragie, bien sûr, péropératoire, d'une part pour le risque hémorragique et d'autre part pour le risque majoré de perforation de la membrane lors du geste chirurgical. Donc, on a vu pour les indications de l'imagerie des sinus, donc les dysfonctionnements rhinosinusien chroniques. Je vous rappelle que la sinusite aiguë n'est pas une indication d'imagerie des sinus. En général, la sinusite aiguë, c'est un diagnostic clinique. Et il n'y a pas forcément besoin d'imagerie, même si on est amené parfois à faire de l'imagerie et qu'on tombe sur une sinusite aiguë. Théoriquement, c'est un diagnostic qui est clinique sans imagerie. On a vu donc le bilan préimplantaire pour le cadre des sinus lifts. Et on va parler rapidement de ce qui est bilan préopératoire, notamment pour les rhinoseptoplasties, où il y a de plus en plus de scanners des sinus qui sont faits donc en préopératoire pour permettre aux chirurgiens d'avoir une anatomie complète des sinus avant d'opérer, notamment de la cloison nasale. Donc le bilan anatomique, permettant également de visualiser les cartilages, notamment pour ce qui est rhinoseptoplastie secondaire, où les patients n'ont plus beaucoup de cartilage et on va être amené à faire des greffes cartilagineuses avant de faire ces chirurgies. Pour rechercher la déviation septale, voir s'il faut faire une septoplastie donc associée, et bien sûr rechercher les sinusites. Donc qu'est-ce qu'on voit sur ces scanners ou ces cônes BIM? Donc là on voit un patient qui a une importante déviation de la cloison nasale vers la droite, avec un éperon nasal, donc une cloison qui est très déviée. Et sur ces reconstructions 3D, donc on voit très bien, pour montrer aux patients effectivement la déviation de la cloison nasale qui est importante à ce niveau-là. Et on est amené notamment à faire des reconstructions 3D sur les cartilages. Ici, on voit très bien donc le cartilage alaire et les cartilages triangulaires du nez. Et donc, encore une fois, un bilan anatomique précis pour le chirurgien esthétique ou pour le chirurgien ORL avant d'opérer. Ça lui permet d'avoir un bilan anatomique des cartilages et de savoir ou non, dans les rhinoseptoplasties secondaires, s'il y a besoin de greffes cartilagineuses supplémentaires. Donc pour conclure, donc l'imagerie des sinus, c'est assez vaste. On a pas mal d'indications. C'est quelque chose d'assez fréquent. On a beaucoup de demandes de scanner des sinus. Donc pour ce qui est infection, pour ce qui est inflammatoire, pour ce qui est tumoral, pour ce qui est traumatique, on n'a pas du tout parlé des traumatismes, bien sûr, les fractures des os propres du nez, les fractures de la face, pour les implants dentaires. En ce qui concerne les bilans des dysfonctionnements rhinosinusiens chroniques, donc toujours scanner ou cône BIM en première intention, donc pas d'IRM en première intention. Surtout parce que pour les causes dentaires, le scanner est meilleur que l'IRM et il y a une large partie des sinusites localisées qui sont dues à des causes dentaires. Et l'IRM, multiples indications donc secondaires, surtout pour les sinusites atypiques, donc des comblements unilatéraux ou des sinusites maxillaires plus. Quand on comprend pas un comblement, on fait une IRM pour comprendre, pour confirmer parfois la nature fongique d'une sinusite. Pour les polyposes opérées, pour différencier, on n'a pas beaucoup détaillé, mais la récidive de la polypose, la sinusite, les mucocèles, tout ça au scanner, ça donne des comblements diffus et l'IRM permet, elle, de différencier un peu les différents types d'atteintes. Donc, pour différencier mucocèles et pathologies associées, et bien sûr, dans tout ce qui est bilan de tumeur, l'IRM, c'est important, que ce soit en bilan initial ou en bilan de suivi pour la recherche de récidive. Donc, je vous remercie de votre attention. On a fait un petit peu le tour de façon assez rapide des indications et de ce qu'on peut voir en imagerie au niveau des sinus de la face. Donc, je suis là si vous avez des questions. Est-ce que par écrit ou par oral, on peut effectivement peut-être, vous pouvez mettre mon micro si vous avez des questions.
ou si vous avez tout compris, que vous n'avez pas de questions. Bon, bah, si personne n'a des questions, on va s'arrêter là. En tout cas, je vous remercie de votre attention. J'espère que vous avez appris des choses. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Merci, docteur Lacan. Merci beaucoup pour cet exposé.